Bonjour à tous, on se retrouve pour un numéro un peu spécial du podcast Clignotant Droit. Alors, Clignotant Droit, c'est le podcast consacré au droit de la route et au droit des mobilités. Alors, pourquoi un podcast un peu spécial ? Eh bien, tout simplement parce qu'on est en pleine période estivale. Alors, ça sera un numéro un petit peu différent, un peu moins rédigé aussi, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est l'été. Et puis aussi parce que François Bouet, le boss d'Isto Auto et de Road Story, m'a dit il faut absolument que tu enregistres un podcast sur le véhicule de collection et les vis cachées. Alors, vu que je suis en vacances et que j'aime faire plaisir à François Bouet, je vais quand même enregistrer ce podcast, mais de façon un petit peu plus détendue. Alors pourquoi cette envie, ce soudain désir d'avoir un podcast consacré aux véhicules de collection et aux vis cachées? Bien tout simplement parce que j'ai rédigé il n'y a pas longtemps un article consacré à l'application de la garantie légale des vis cachées aux véhicules de collection. C'est un article que j'ai publié sur mon blog maîtreledal.com. Alors ça me donne l'occasion de me présenter. Je m'appelle Jean-Baptiste Ledal, je suis avocat, docteur en droit et je consacre mon activité professionnelle au droit automobile, au droit de la route et notamment à ces questions de vis cachées et notamment aux véhicules de collection avec, on va dire, un regard attendri sur cette question puisque c'est le véhicule de collection qui m'a amené à découvrir le droit automobile et puis qui m'a donné envie d'y consacrer mon activité professionnelle. Alors pourquoi j'ai rédigé cet article sur les vis cachées et le véhicule de collection ? Tout simplement pour tordre le cou, définitivement, en tout cas je l'espère, à une vieille fausse rumeur qui nous dit que les vis cachées, le mécanisme des vis cachées ne s'applique pas aux véhicules de collection. Alors c'est bien évidemment faux. Je l'écris, je le répète depuis des années. Je l'ai encore entendu très récemment. C'est ce qui m'a donné envie de faire cet article. Très récemment, dans un contexte professionnel, on m'a dit mais maître, le véhicule de collection, vous savez bien que la garantie légale des vis cachées ne s'y applique pas. Alors, on me l'a dit un petit peu différemment, mais le message était celui-là. Et on m'a dit prouvez-moi que ça s'applique pas. Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'écrits, beaucoup d'articles sur cette question, mais la plupart de ces écrits ne sont pas forcément disponibles comme ça gratuitement. Ce sont des écrits dans des revues juridiques spécialisées, ou alors on a écrit un ouvrage aussi aux éditions OTAI, le guide du véhicule de collection en 2018. Pas mal de choses, mais rien qui ne soit disponible comme ça tout de suite en ligne. Et donc l'idée, c'était d'avoir tout de suite sous la main un article détaillé, long. Alors vous pourrez aller le lire. Quand je dis qu'il est long, c'est que quand je l'ai tapé en Word, ça représentait, je sais plus, peut-être 10 ou 15 pages, donc c'est quelque chose d'assez long, hein. Alors je vous rassure, c'était écrit en gros, donc ça se lit quand même assez vite, mais c'est assez long. Pourquoi ? Parce que j'ai inséré dans cet article les vraies décisions de justice et surtout les plus récentes, puisque la dernière discussion que j'ai eue dans ce contexte pro, on m'a dit mais maître, vous savez bien, les tribunaux disent que non, les tribunaux disent pas que. On a de la jurisprudence récente sur cette question de l'application de la garantie légale des vis cachées aux véhicules de collection. Quand je dis récente, c'est pas 2013-2012, non, c'est 2021, 2020, 2019. Donc on les a, ces décisions. Et puis pas un obscur tribunal
d'on ne sait où, hein, même si toutes les juridictions sont intéressantes. Non, ce sont des juridictions, des cours d'appel, qui ont toutes fait application du mécanisme de la garantie légale des vices cachés en présence d'un véhicule de collection. Donc j'ai mis toutes ces références, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est pas à 2-3, hein. J'ai dû en mettre une bonne quinzaine récentes à disposition avec les dates et puis la cour d'appel. Alors, d'où ça vient un petit peu cette rumeur de l'inapplication des vices cachés aux véhicules de collection? Alors, ça vient d'une vieille jurisprudence, une jurisprudence de 93, dont on va reparler. Mais avant de parler de cette jurisprudence ancienne, déjà il faut commencer par le début en se posant la question, c'est quoi un vice caché? Alors un vice caché, c'est un défaut important qui n'était pas visible au moment de la vente. Alors c'est non apparent, on n'a pas besoin de quelque chose qui était sciemment dissimulé, masqué avec, je sais pas, de la peinture, un produit, du mastic. Il n'y a pas besoin de cette volonté de piéger, de cacher, de dissimuler. Alors ça peut être le cas parfois, hein, mais c'est pas, on n'a pas ce critère-là. Alors, si on l'a, on peut demander en plus des dommages et intérêts, enfin on peut augmenter l'addition, mais là déjà, c'est vraiment cette notion de non apparent, hein. Alors peut-être que c'est un propriétaire précédent, avant le vendeur, qui a dissimulé le problème, peut-être tout simplement que c'est un véhicule ancien et que on a une avarie importante qui n'était pas visible comme ça au moment de la vente. Donc déjà quelque chose de non apparent, quelque chose d'existant avant la vente. Alors là aussi, ça peut être une difficulté qui pourra être réglée par des expertises pour déterminer à quel moment ce problème est apparu. Et puis enfin, il faut un défaut important, mais vraiment important. C'est-à-dire que ce défaut, il remet en cause l'usage même du véhicule. Alors c'est quoi l'usage d'un véhicule? Alors l'usage d'un véhicule lambda, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est tout simplement rouler sur la route. Voilà. Alors ça, c'est pour le véhicule lambda. Alors je résume bien sûr un petit peu les choses, mais ça c'est pour le véhicule lambda. Pour le véhicule de collection, les choses au départ pouvaient être un petit peu différentes. Et c'est ce qui s'est passé en 93 avec ce premier arrêt de la Cour de cassation. Alors qu'est-ce qui se passe en 93? On a un litige lié à un achat d'un véhicule immatriculé en collection. Alors, un véhicule immatriculé en collection, c'est un petit peu différent qu'un véhicule de collection. Alors, véhicule de collection n'a pas forcément de définition officielle. Un véhicule immatriculé en collection, c'est un petit peu différent. C'est une spécificité administrative. C'est-à-dire que le propriétaire de ce véhicule fait le choix de l'immatriculer sous un régime un petit peu différent du régime normal. Et on va parler d'une carte grise de collection. Alors ça c'était avant, puisque maintenant on parle plus de carte grise mais de certificat d'immatriculation. Maintenant on va parler de CIC, un certificat d'immatriculation de collection. Alors cette carte grise de collection, à l'époque, on pouvait circuler avec, mais on avait beaucoup de restrictions sur les véhicules qui étaient immatriculés en collection en 93, quand la Cour de cassation s'est penchée sur ce problème. Et un véhicule qui était immatriculé en collection, la première des problématiques, c'est que ce véhicule était cantonné en termes de circulation à son département d'immatriculation, au département limitrophe. Alors, il pouvait éventuellement quitter ces départements dans le cadre de manifestations historiques, par exemple. Dans ce cas-là, on avait, certains ont peut-être connu ça, le carnet à souche géré par la FFVE, la Fédération française des véhicules de l'époque. Mais voilà, c'était des véhicules qui n'étaient pas destinés à faire 500 km par jour, qui n'étaient pas destinés à s'enquiller 2000 km d'autoroute. C'était pas ça, puisque en pratique, c'était des véhicules qui étaient cantonnés à leur département. Bon, on avait aussi une dispense de contrôle technique pour ces véhicules, et puis en pratique, c'était des véhicules
les gens qui choisissaient l'immatriculation de collection, c'était surtout parce que le véhicule n'était pas immatriculable en régime normal. Donc on avait quand même, quand on achetait ces véhicules, une grosse suspicion, on va dire, d'une merguez peu entretenue. Du coup, l'immatriculation en collection mettait quand même un sacré coup dans la cote, dans la valeur de ces véhicules. Et on a donc un véhicule immatriculé en collection qui est acheté. Ça, c'est un petit peu le cas d'espèce de cet arrêt de 93. Et la Cour de cassation, à l'époque, eh bien, se penche sur la question de l'usage du véhicule et se dit, bon, bah là, on a un véhicule qui est immatriculé en collection. Ça veut dire que c'est un véhicule qui est pas fait pour bouger. Il est là pour rouler dans son département, peut-être les départements de côté. Mais bon, c'est pas un véhicule qui est là qui a été acheté pour rouler tous les jours, enquiller des centaines de kilomètres. Donc si la mécanique n'est pas au top, c'est pas grave, parce que finalement c'était pas ça l'usage qui était attendu de ce véhicule. C'est pas un véhicule qu'on a acheté pour rouler tous les jours énormément, comme on achète un véhicule lambda ou une petite citadine ou une berline qu'on va chercher chez son concessionnaire. Donc ça c'est en 93, et la Cour de cassation nous dit la garantie légale des vices cachés, comme on peut l'entendre d'habitude, ne va pas s'appliquer à ce véhicule immatriculé en collection. Ça, c'était dans les années 90. Et les choses ont beaucoup évolué depuis les années 90, et notamment après 2009. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2009 ? En 2009, on a eu un changement du régime du véhicule immatriculé en collection. Alors déjà, je vous le disais, on parle plus de carte grise collection, on parle de certificat d'immatriculation de collection. Alors c'est un changement qui s'est fait au moment où on est passé du système des immatriculations avec les départements, le système FNI, le fichier national d'immatriculation, au système SIV avec les plaques d'immatriculation dites à vie. Et donc à ce moment-là, on a aussi changé le régime des véhicules immatriculés en collection. Alors, on a le changement de vocabulaire, surtout le gros changement en 2009, c'est la disparition des restrictions à la circulation. Et à partir de 2009, un véhicule immatriculé en collection, il roule tant qu'il veut. D'ailleurs, maintenant, il roule peut-être même plus qu'un véhicule immatriculé en régime normal. Alors, ça, en petite parenthèse, c'est toute la question des ZFE, dont on discute beaucoup en ce moment, les zones faible émission mobilité. On en avait déjà parlé dans un précédent podcast de Clignotant Droit. Et on va très certainement avoir une dérogation pour les véhicules immatriculés en collection. Donc on risque d'avoir des véhicules immatriculés en collection qui, en théorie, vont pouvoir rouler plus, en tout cas dans plus d'endroits que un véhicule affichant un critère, une pastille critère 3 ou 4 par exemple. Alors, on n'a plus cette restriction à la circulation. Par contre, on a eu un changement en termes d'âge. C'est plus 25 ans d'âge, c'est 30 ans minimum pour pouvoir prétendre à ce régime spécifique de l'immatriculation collection. On a un contrôle technique. Alors, on n'avait pas de contrôle technique avant 2009. 2009, on a un contrôle technique allégé, c'est tous les 5 ans au lieu de tous les 2 ans pour un véhicule normal. Et depuis 2009, on a eu des modifications sur cette question, avec notamment une dispense totale de contrôle technique pour les voitures d'avant 1960 et puis les véhicules lourds. Donc on a un régime, vous l'aurez compris, qui a totalement évolué en 2009. Donc on attendait quand même avec impatience, tout est relatif, mais on attendait, les observateurs attendaient que la Cour de cassation fasse évoluer sa jurisprudence en prenant en compte ce changement de régime. Sauf que des arrêts de Cour de cassation, on n'en a pas tous les jours, surtout sur cette question, parce que c'est quand même très long d'arriver au stade de la Cour de cassation, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'une juridiction de première instance se soit penchée sur la question, il faut qu'on ait eu toutes les expertises, il faut qu'on ait fait appel de la décision, qu'on soit allé en cour d'appel et qu'on arrive enfin en cour de cassation. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui vont se régler avant, soit à l'amiable,
soit on a une partie qui va décider de ne pas interjeter appel ou de ne pas aller en cour de cassation. Il faut quand même avoir conscience qu'à un moment, ce sont quand même des frais qui s'accumulent. Et tout simplement des frais, ne serait-ce que des frais de gardiennage, hein, parce qu'on a souvent un véhicule qui est immobilisé. Donc au bout d'un moment, sur ces procédures, arriver en cour de cassation, ça commence à être quand même assez long. Donc tout le monde ne va pas aller en cassation, hein, sur ces questions-là. Donc des arrêts de cour de cassation sur cette thématique-là, eh bien on en a quand même pas tous les jours. Et puis je rappelle aussi que la Cour de cassation, c'est le juge du droit. Donc il y a beaucoup de dossiers qui vont s'arrêter en appel et on va pas aller en Cour de cassation parce que juridiquement, la Cour d'appel, on n'est peut-être pas content de sa vision des choses, mais en tout cas au niveau de l'application du droit, eh bien il n'y a rien à redire. C'est peut-être une appréciation des faits qu'on n'apprécie pas, mais la Cour de cassation ne va pas revenir sur l'appréciation, la lecture des faits. Hein, donc il y a beaucoup de dossiers qui ne vont pas aller en Cour de cassation. Alors on a eu un arrêt en Cour de cassation en 2017 qui a été très mal interprété et qui a permis à certains de dire « Ah bah oui, vous voyez, la Cour de cassation, elle n'a pas bougé. Le véhicule de collection, bah c'est toujours pareil, on n'applique pas la garantie légale des vices cachés. » Alors, c'était un arrêt qui était très mal interprété. Bon, déjà, on ne parlait pas de vices cachés, mais d'obligation de délivrance, donc c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et puis, c'est un arrêt, alors c'était le pot pourri de tout ce qu'on pouvait trouver, de l'achat qui va mal se passer, c'est-à-dire quelqu'un qui va pas voir le véhicule, qui l'achète sans avoir vu. On a des défauts apparents, on a des défauts qui étaient mentionnés sur le contrôle technique, on a des opérations d'expertise qui n'ont pas été contradictoires. Enfin, vraiment, c'était un arrêt qui était pas, en tout cas, dont on a un petit peu parlé à l'époque, mais qui a été très mal interprété, puisque la Cour de cassation ne dit pas ça. Alors, en attendant, on a quand même de la jurisprudence, et de la jurisprudence récente. Si on peut retenir quelque chose d'intéressant de cet arrêt de 2017, c'est quand même qu'il renvoie à l'usage attendu par les parties. Hein. C'est l'usage. Hein. Est-ce qu'on a un défaut qui va remettre en question l'usage? Et surtout, c'est l'usage qui est attendu par les parties. Hein. Donc si on a des gens qui font correctement les choses, un acheteur, un vendeur, quand on vend un véhicule de collection qui commence à valoir un petit peu d'argent, eh bien on rédige un contrat de vente et on spécifie ce qu'on attend, quelles sont les attentes à la fois du vendeur et puis également surtout de l'acheteur. Alors, en attendant, on en a quand même des décisions intéressantes. Avant de les voir, je voudrais juste faire un point sur ce qui, à mon sens, est du bon sens, c'est-à-dire que on vend un véhicule de collection, on a une annonce sur le Bon Coin, on explique que c'est un véhicule qui est en super bêta, mécanique au top, restauré, bichonné, carrosserie nickel, vraiment on vante le véhicule, c'est un véhicule. Bien sûr, c'est un véhicule de collection parce que c'est un véhicule un peu prestigieux des années 50 ou des années 60. On fait la vente, quelques dizaines de milliers d'euros, et panne ou avarie 100 ou 500 km après. Bien sûr, le bon sens, on va pas dire « Ah bah, attendez, véhicule de collection, aucune garantie, passez votre chemin. » Et c'est un petit peu ce qu'on voudrait faire croire. Donc bien évidemment, non. Hein. Surtout qu'on a quand même sur des véhicules de collection des choses. Alors les spécialistes pestent un petit peu contre ça, mais maintenant on a même des produits financiers qui sont adossés à des véhicules de collection. Donc on a une véritable valeur patrimoniale hein, pour ces véhicules de collection. Donc dire qu'on n'aurait aucune garantie sur un bien qui parfois est quand même de forte valeur, c'est quand même assez délirant. Alors, réflexion, argumentation de bon sens de côté. On va voir maintenant, très rapidement, je vais vous faire une petite lecture et je vais les énumérer un petit peu, des cours d'appel qui récemment, c'est-à-dire pas genre il y a 10-12 ans, non, c'est il y a quelques mois, ont impliqué le régime légal de la garantie légale des vices cachés en présence d'un véhicule de collection. Alors on a par exemple cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2021, c'était pour une petite Maserati Indy de 72.
Pour une petite moto, tiens, une Honda 750, cour d'appel de Bourges, 10 juin 2021. Cour d'appel de Lyon pour un petit cabriolet, ça c'est une Youngtimer, une Fiat Ritmo, alors c'était Bertone qui faisait ça, c'est le cabriolet de cette Fiat Ritmo, c'était une voiture de 83, donc c'est la cour d'appel de Lyon, le 19 novembre 2020. Cour d'appel de Metz qui mois dernier est venu 2 fois sur cette question, au mois de mars pour une petite Peugeot 204 de 71 et puis plus récemment le 27 mai pour une petite Corvette, une Chevrolet Corvette. On a également, il n'y a pas très longtemps, alors là c'est un grand classique, c'est la cour d'appel de Paris. Alors je dis un grand classique parce que c'était à propos d'une bétaillère de 48 ans. Alors on pense tout de suite au food truck, c'est très à la mode en ce moment. On a beaucoup de HY qui sont reconvertis un petit peu en food truck. Donc cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 10 février 2020. On a, pour une voiture que j'aime beaucoup, la De Tomaso Pantera. On avait été plaidé ce dossier cour d'appel de Rouen dans le cadre de mesures d'expertise. C'était le 27 novembre 2019. Ensuite, un grand classique de la voiture de collection, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la Jaguar MK2, et c'était une Jaguar MK2 de 1960 qui avait déjà pris le départ du Tour Auto, cette voiture, et ça c'est un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er avril 2021. Très courant dans le monde de la collection, une petite coccinelle, Volkswagen bien sûr, cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 novembre 2018, cour d'appel de Douai 2 mai 2019, une Mustang de 69. Allez, on continue dans l'énumération, mais vous l'aurez compris, c'est pour vraiment enfoncer le clou, en disant que ça, c'est la jurisprudence qui s'applique. Cour d'appel de Douai, 2 mai 2019, la Mustang, on en a déjà parlé il y a 2 secondes. Cour d'appel de Grenoble, 11 juin 2019, pour une Porsche 911 de 76, qui avait été relookée. C'était vraiment la mode dans les années 80, c'était d'upgrader sa 911, sa classique, et en lui greffant les ailes élargies de la Porsche Turbo, avec le gros aileron à l'arrière. On a parlé de MK2, mais on a beaucoup des Jaguars. Cour d'appel de Toulouse, 25 octobre 2018, toujours une Jag. Cour d'appel de Nîmes, 16 mai 2019. Alors ça doit pas être une MK2, j'ai plus la référence, mais elle est de 72, donc tiens, beaucoup plus récent, et j'aime beaucoup aussi parce que c'est une mal aimée. Moi j'ai toujours un faible pour les mal aimés en matière automobile. J'ai beaucoup aimé la Porsche 914, et ça, une autre mal aimée, toujours chez un constructeur premium, chez Ferrari, c'est la Mondialité. Et donc pour une petite Mondialité de 90, cour d'appel d'Agen, 17 mai 2017. Allez, on va en faire encore une Caen, tiens, 18 juin 2019 pour une Mercedes Pagode 280 SL de 68. Alors, on en a, vous l'aurez compris, on en a beaucoup. Je veux pas tout détailler parce que ça serait un petit peu rébarbatif. Je veux juste prendre deux, trois extraits. On parlait de la cour d'appel d'Agen là pour la petite Ferrari Mondialité. On avait une position limpide de la cour d'appel d'Agen là-dessus, qui nous dit que les dispositions de la garantie légale des vices cachés s'appliquent à tout véhicule, y compris de collection. Donc bon, on peut pas tellement faire plus clair. Et puis cour d'appel de Bourges, c'était intéressant, si 10 juin 2021, qui rappelait que oui, bien sûr, on peut avoir des véhicules de collection à restaurer, hein, ça arrive souvent, mais c'est pas parce qu'on a parfois des véhicules à restaurer que tous les véhicules de collection sont hors d'usage ou dans un état appelant des interventions importantes de la part de restaurateurs ou d'amateurs éclairés, etc.
On avait, c'était un arrêt intéressant puisqu'il précisait également que on n'avait pas à faire préciser par l'acheteur qu'on s'attendait à acheter un véhicule en état de rouler. Donc on n'a pas besoin. Alors bien sûr on peut le faire. C'est toujours mieux de rédiger un contrat. En tout cas moi c'est mon conseil. Mais là la cour d'appel de Bourges nous dit bah non, on n'a pas besoin de spécifier quand on est acheteur d'un véhicule de collection que oui on aimerait bien que ce véhicule roule. Très intéressant, beaucoup de choses encore. Vous pourrez aller regarder sur maîtreledal.com le détail de cet arrêt. Il est vraiment intéressant. Avec aussi cette idée. Alors, j'ai mis aussi quelques décisions de première instance. C'est vrai qu'en cours d'appel, on y va aussi parce qu'on a des véhicules d'un certain prix. Parfois, on a des véhicules dont le prix ne justifie pas non plus d'explorer toutes les voies de recours. J'ai mis une petite décision TGI de Créteil. 15 juin 2017 pour une petite PMA, une Porsche à moteur avant, une Porsche 944 S, dont on supposait, bah oui, elle était en état de marche. On a un contrôle technique qui nous dit que tout va bien. Et bien effectivement, l'acheteur peut légitimement croire que oui, on est en présence d'un véhicule qui est en capacité de rouler. Voilà, on va s'arrêter là sur le détail de cette jurisprudence parce que j'ai bien conscience que ça peut être un petit peu rébarbatif et puis je vois le compteur qui tourne. On est déjà à plus de 25 minutes pour ce numéro d'été, un peu estival, de Clignotant Droit. Donc vraiment, vous l'aurez compris, le message que je souhaitais faire passer, il est simple, c'est que la garantie légale des vices cachés s'applique à un véhicule dit de collection. Donc il faut en tenir compte quand on vend son véhicule en se disant non, je peux pas vendre un véhicule totalement hors d'usage en disant que c'est un véhicule de collection et comme ça je pourrais aller envoyer balader l'acheteur insatisfait quand il va revenir vers moi en me disant mais vous m'avez vendu une poubelle. Donc non, on ne peut pas faire ça ne tient pas. Et puis de dire aussi aux acheteurs qui ont acheté un véhicule de collection qui sur le papier était censé bien rouler et qui commencent à découvrir que non, tout n'est pas si rose, et bien que oui, ils ont des recours et qu'on peut faire valoir leurs droits. C'est pas parce que c'est un véhicule de collection qu'ils n'ont aucun recours. La jurisprudence est la jurisprudence la plus récente est là pour leur dire vous avez des droits et il faut y aller quand on est victime pas forcément d'une arnaque mais en tout cas quand on a vraiment un achat très déceptif, on a des instruments juridiques pour faire valoir ses droits. Voilà, je vous souhaite un très très bel été, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez nous suivre, c'est pas compliqué, vous pouvez vous abonner au podcast Clignotant Droit qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et vous pouvez nous retrouver également, quand je dis nous, c'est le cabinet Le Dalle qui anime ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, c'est pas compliqué, vous tapez par exemple sur Facebook @Le Dalle avocat. Je vous dis à très bientôt et passez un très bel été. Ciao.